Bah écoutez les gars, pour la deuxième partie de live, ça va être un peu plus chill. Je vais essayer de build du Kojo, pour le coup. Parce que je pense que à l'heure actuelle, vu les cartes que j'ai, je ne peux build que du Kojo. Je pourrais pas build d'autre chose, parce que j'ai ouvert qu'un display. Et en fait, ce Kojo, les nouvelles cartes qu'ils nous ont ajoutées là, je me dis que c'est... En fait, moi j'avais un Kojo de base, qui est celui-ci. J'avais un Kojo de base qui est celui-ci, et qui, pour moi, est quand même une très bonne version du Kojo. On est quand même sur deux biomes forts, qui sont la terre et la flotte. On a 3 petits djinns en T1 qui jouent sur la terre. On a 3 Esunboshi en T1 qui jouent sur la flotte. On a forcément les 3 pionnières Bravos qui vient bien se superposer. Hein. C'est les deux cartes que j'ai montées, petit Jin Esunboshi, pionnière Bravos, ça vient très très bien se superposer. Et on a 3 Tomoe Gozen en commun qui vient bien se superposer et avec la pionnière, et avec le petit Jin, et avec le Esunboshi. Donc en fait, on a cette base un peu de cartes terre-flotte qui vient quand même bien casser les couilles et qui nous permet de maîtriser un peu les biomes terre, les biomes flotte, les monoterres, monoflotte. Et à côté de ça, on a des cartes plutôt flat. Hein. On a une traceuse one-off qui met du 3-3-3. On a 3 raids qui vient mettre du 2-2-2. On a du Chiron qui met du 2-2-2 ou du 2x1. On a les 3 videuses forcément pour la défausse. On a le puissant Jin pour le ramp et le mana qui a une valeur en terre et en plante, cette fois-ci, qui n'a pas de valeur en flotte, mais du coup, voilà, qui nous permet des moments de venir passer sur ce monobiome plante. Et une guerrière de Havre one-off qui peut aussi venir nous permettre de passer sur le monobiome plante. Donc j'avais un deck qui jouait plutôt là-dessus, qui était plutôt un deck équilibré, je trouve, qui avait des bonnes superpositions, qui piochait pas mal, qui rampait pas mal. On rampait avec petit Jin, puissant Jin. Du coup, on pouvait se permettre de jouer 3 éruptions de mana en rare qui étaient quasiment obligatoires en cette fin de set 1. Parce que Unique Broken, tout simplement. Donc les Unique Broken, quand elles arrivaient, il fallait les dégager de façon définitive. On avait 3 entraînements physiques pour piocher. Ça met du 3-3-3 de stats, ça va permettre d'aller piocher. Ça peut se jouer sur un Bouddha. Ça peut se jouer sur de la raid qui va conserver ses boosts en réserve. C'est un bon moteur de pioche, donc on a ça en pioche en plus du puissant Jin, ce qui était pas dégueu. Forcément, on avait 3 havres pour les stats et le ravitaillement, donc on a de la pioche, on a du ravitaillement, et on avait une petite intimidation one-off au cas où on chopait pas les éruptions de mana pour permettre de gagner du temps. C'était plutôt intéressant. Et en termes d'unique, on avait cette fée des dents qui, lorsqu'elle quittait les zones d'expédition, si elle avait un boost, elle sabotait, ce qui est vraiment pas dégueu. Elle a des stats qui sont pas dégueux pour son coup et son effet. Celle-là, elle a brisé des carrières, notamment contre des trestes. Hein. Il y a des trestes qui ont chialé contre cette fée des dents. On a un petit récupérateur Axiom ici qui a les stats d'une Ozma en termes de coût en mana et en termes de stats, et qui ravitaille en effet flèche. Donc avec des havres de setup, c'est plutôt intéressant. Et en plus, il y a un effet bonus en sortie de réserve qui peut venir, si on a trop de cartes en réserve, donner 2 boosts à une carte qui est dans une autre expédition. Et on a cette Dame du Lac. Cette Dame du Lac qui nous permet d'aller piocher et en mettant une carte de notre main en réserve. Quand en effet flèche, on met une carte de notre main en réserve et on pioche une carte. Du coup, cette Dame du Lac, elle était hyper intéressante dans ce deck parce que permettait d'aller mettre les petits djinns directement en mana et de piocher et de sortir les petits djinns en mana, en réserve, pour que les petits djinns prennent le boost et qu'on aille ramper avec les petits djinns. Elle pouvait mettre les puissants djinns si jamais j'avais besoin de les jouer pour 3 de mana au lieu de 4. Ça pouvait être intéressant. Elle pouvait mettre potentiellement Esunboshi, mais elle pouvait aussi mettre une traceuse Bravos. Elle pouvait mettre une intimidation. Donc vraiment, cette Dame du Lac qui fait bien piocher et qui en plus a des stats dans des biomes. Elle vient bien se superposer en flotte. Elle rajoute un peu de stats en plante. Et du coup, d'un point de vue statistique, au niveau déjà de la courbe, voilà, on est sur beaucoup de T2, pas trop de T3, même si depuis la réserve, on a quand même pas mal de T3. Et voilà, on avait le biome plante qui était le biome faible, le biome montagne qui était le biome fort, et l'océan qu'on maîtrisait quand même pas mal.
On était sur un deck vraiment équilibré. Je pense que c'est la meilleure version de Kojo, selon moi, qu'on peut faire 7-1. Fin de 7-1, je pense. En tout cas, s'il y a d'autres versions, elles ressembleront sensiblement très fortement à ça. Avec des persos qui se superposent bien, avec la base Petit Jin, Isunboshi, Pionnière et Tomoe. Et là, du coup, avec les cartes du set 2, je pense que pour Kojo, je suis obligé de garder cette base-là. Je vais pas révolutionner le Kojo, je pense. Parce que je pense que le set 2, les decks qui sont déjà forts, ils trouvent un peu des petites cartes pour venir les agrémenter. Mais on va pas révolutionner un deck en particulier, ou en tout cas... Pas cette version de Kojo, on peut jouer une version de Kojo Ramp, on peut jouer une version peut-être de Kojo Control, mais en tout cas cette version de Kojo que j'aime jouer, moi je vais pas la révolutionner. Mais par contre, ce set 2, je pense qu'il apporte d'autres styles de deck, notamment Rin, notamment Gulrang. Ça a l'air de relancer Waru. J'ai l'impression qu'il y a un deck un peu Fallen de mana du côté de Izmir. Il y a Sierra aussi qui a l'air d'être bien relancé, donc je pense que ce set 2 il vient rééquilibrer un peu les persos en apportant des solutions à des persos qui étaient potentiellement trash tier jusqu'ici. Donc c'est intéressant, mais je pense qu'il vient pas révolutionner les persos qui étaient déjà forts pour le coup. Notamment Kojo qui était pas très fort, mais qui était selon moi je pense le perso le plus équilibré, le plus fort de chez Bravos. Donc du coup, je vais essayer de modifier un peu ce deck-là, mais sans forcément révolutionner le truc. Et une fois que j'aurai ouvert d'autres displays, bien entendu, on pourra aller deck build d'autres héros, on pourra aller deck build du Lyra, du Aurak chez Lyra, du Rin. J'ai bien envie de deck build Rin. J'adorais Rin 7-1. J'ai bien envie de deck build la 7-2. Du coup, je vais dupliquer ce deck-là. Hop. Kojo TBF. On va le dupliquer. Et en gros, on va aller chercher les cartes du nouveau set qui seraient intéressantes. Mais on va voir si ça rentre bien dans ce deck. Surtout d'un point de vue superposition des biomes. Et d'un point de vue des effets. Du coup... Hop... après il y a un truc à savoir aussi, c'est que dans ce set il y a beaucoup de cartes qui inclinent des cartes en réserve, et du coup ce deck là je jouais quand même beaucoup sur sa réserve. C'est ça un peu le souci maintenant, c'est que bon, ça peut être plutôt embêtant là de jouer trop sur la réserve. Peut-être qu'il va falloir s'orienter un peu moins réserve. On va voir. Déjà, première chose, permanent d'expédition, repère permanent. Du coup, on a ce lait d'Arcolano qui a l'air vraiment très très intéressant. Je l'ai que en commun. Je l'ai pas en rare. Je sais pas si le rare vaut le coup de donner 2 boosts. En vrai, ça peut être très game changer, hein, le rare. Chaque perso que tu joues gagne 2 boosts. Ça peut faire mal, je pense. Mais ce lait d'Arcolano qui est intéressant parce que potentiellement, si tu sors des cartes de ta réserve, elles sont déjà fugaces. Donc du coup tu peux les jouer dessus, ça fait un boost gratos. Si t'as un havre, ça fait que ton perso en sortant de la réserve avec le havre il prend un boost, plus le boost du lait d'Arcolano, bon ça peut snowball un peu, ça peut faire mal. Donc à tester, en vrai ce lait d'Arcolano, je vais le mettre en x3 même si je pense qu'on le gardera pas en x3. Bot technique, je suis pas fan du tout. Lorsque mon expédition avance, un personnage ciblé dans mon expédition perd fugace. Ça veut dire que pour 1, tu fais juste perdre fugace à un gars. Franchement, j'ai pas l'impression d'aimer, sachant qu'on a un sort qui s'appelle main tendue qui est plus fort, qui fait mieux. Du coup, non. Du coup, bot technique, j'aime pas. La barre énergétique, il me semble bien que c'est pas dans Kojo qu'on veut le jouer, ça. Hein. Ça a l'air d'être dans du Hatsadi ou peut-être dans du Bazira, je sais pas. J'ai qu'un seul personnage dans mon expédition, il est gigantesque, ouais. Ça, j'ai plutôt l'impression que ça se joue chez Hatsadi. Cette barre énergétique. Ça a l'air designé pour lui, en tout cas. Et on a ce pic saisi par les glaces que malheureusement que j'ai qu'en commun. Et à mon avis, je pense que la version rare coûte 2. Et je pense que la version rare se prête beaucoup plus à être jouée dans Kojo plutôt que la version commune qui est trop chère selon moi.
Mais à tester, en vrai, peut-être qu'on peut tester. Je vais le mettre 2 fois, même si j'y crois pas. Ce traîneau enchanté, il y a des choses à faire avec. Hein. Il y a des choses à faire avec. Ça peut se jouer du côté du Bouddha. Il y a vraiment des choses à faire avec ce traîneau enchanté. Je pense pas que je vais m'orienter là-dessus ce soir, parce que là, on part sur un autre type de deck un peu plus exotique, je pense. Là, on va chercher quand même un deck stable. Donc le traîneau enchanté, on va pas revenir le chercher. Et cette tente florale, qui a l'air pas dégueu aussi, mais encore une fois, qui m'a l'air plus opti pour du Basira, qui va venir avoir des grosses créas boostées. Et je sais pas si c'est quelque chose qu'on veut mettre chez Kojo. Ça ravitaille, c'est un personnage boosté, tu vas quitter mon expédition pendant l'après-midi, il perd tous ses boosts. Je sais pas. Ça me parle pas en tout cas, cette tente florale. Du coup, en carte, on a le lapin ardent. Alors le lapin ardent, c'est un taurin qui a des stats qui se superposent pas bien avec ce qu'on avait déjà, mais qui se superposent bien avec le puissant Djinn. Donc en fait, j'ai l'impression, avec les cartes qu'ils nous ont mises dans le set, je vais le mettre le lapin ardent en commun. Parce qu'il perd Fugace, donc si tu le joues sur un Lédar Colano, tu t'en fous qu'il perd Fugace, parce que de toute façon il va perdre Fugace, et il va faire gagner un boost à une autre carte. C'est assez versatile, par contre ça fait perdre pas mal de CA. Donc ce lapin ardent qui se superpose avec le puissant Djinn, mais qui se superpose pas du tout avec sur de la flotte, quoi, pour le coup. On a la version rare qui du coup est plus équilibrée, mais ça me fait chier d'utiliser un slot de rare juste pour ça, donc je pense qu'on va garder sa version commune. La Skadi. La Skadi, en fait, elle nous apporte des stats sur un biome sur lequel on est déjà fort. Et un effet de la réserve qui est très anticipable. En fait, mon problème, c'est que l'effet est joué depuis la réserve et du coup, il est hyper anticipable, quoi. Tu le vois venir à des kilomètres. Du coup, je sais pas si j'aime bien cette Skadi. Elle a des bonnes stats, jouer de la main, jouer de la réserve, elle a des stats moyennes pour un effet anticipable qui est cool, hein, mais qu'on voit venir. Du coup, l'adversaire a le temps de jouer les cartes qu'il arrange depuis la réserve. Je sais pas si j'aime bien, et en version rare, si tu la joues en montagne, elle sabote. Ok, je suis vraiment pas sûr de cette Skadi, pour le coup. Je vais la mettre en x1, mais vraiment, je suis pas convaincu. Ce Seringar, il est intéressant. Il est intéressant parce que ça rapporte du CA, quoi. Ça rapporte du CA chez Bravos. Seul problème, c'est que, voilà, ça se superpose pas du tout bien avec les cartes qu'on a déjà dans le deck. Mais alors, pas du tout, quoi. Après, ça, c'est une carte qu'on aime bien jouer sur le Lédar Colano, pour le coup. Donc, why not? Why not? On va le mettre, de toute façon, c'est de la CA. Hein. Je pense que c'est quand même... la commune se suffit à elle-même. Hein. La rare n'a d'intérêt que dans Basira, j'imagine. Je vois pas quel est l'intérêt de la rare dans Kojo. En tout cas, c'est un slot de rare qui est trop cher, selon moi. Je pense que la commune se suffit à elle-même. Et le déblayeur Bravos, qui est intéressant selon moi, parce qu'on a des stats flat. Donc les stats flat dans le deck qu'on a, ça peut quand même rentrer plutôt bien, parce qu'on garde nos biomes forts. Ça vient conforter nos biomes forts de toute façon, et équilibrer nos biomes faibles. En fait, voilà, la répartition des biomes forts et faibles ne change pas. On gagne juste l'effet de la carte. De la main, c'est vraiment cool de la main. Si vous contrôlez un personnage fugace, je gagne un boost, c'est une 3-3-3 pour 2 de la main. De la réserve, c'est une 3-3-3 pour 3. De la réserve, c'est une 3-3-3 pour 3. C'est pas hyper intéressant de la réserve. C'est bien, hein, mais c'est pas hyper intéressant. À voir. On va le mettre en x3. Par contre, je crois que sa version rare, elle est très intéressante, sa version rare. Sa version rare, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que de la main, bon bah c'est minimum, j'imagine, une 3-3-3 pour 2. En fait, déjà de la main, c'est minimum une 2-2-2 pour 2. Déjà, quoi qu'il se passe. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est potentiellement une 3-3-3, voire 4-4-4 pour 2 de la main. Si on a plusieurs personnages fugaces, notamment grâce au Lédar Colano, des cartes sorties de réserve, etc.
Mais surtout, depuis la réserve, c'est obligatoirement une 3-3-3 pour 3 parce que lui, il se compte dans les persos fugaces. Et si on a d'autres cartes fugaces, bah, ça devient une 4-4-4 pour 3 ou une 5-5-5 pour 3. Et là, c'est intéressant. Là, c'est potentiellement intéressant. La version rare m'intéresse beaucoup plus que la version commune, hein, pour le coup. Ici, on a une secouriste Bravos qui vient très très bien se superposer sur les biomes qu'on a déjà dans le deck. Qui vient très très bien se superposer. C'est juste des stats. Mais du coup, ça rend notre biome faible encore plus faible. Et ça, c'est plutôt embêtant. Par contre, on a un effet de soutien qui dit qu'un personnage ciblé fait fugace. Bon. Why not? Why not? En vrai, ça rentre bien. La version rare, qui a un peu moins de stats, mais qui se superpose toujours bien. Par contre, vous pouvez cibler un autre personnage fugace. Il gagne 2 boosts. C'est assez versatile, c'est pas dégueu. Par contre, bah, voilà, ça nécessite en fait d'avoir forcément un personnage fugace. Donc j'imagine qu'il y a des forts... Enfin, en fait, c'est pas fort si tu pioches ça en fin de tour. Enfin, ça nécessite quand même un certain setup. Forcément de miser sur le lait d'Arcolano ou... En fait, il y a des situations où ça sera pas fort, quoi. Il y a des situations où tu n'auras pas de perso fugace et que tu auras que cette carte-là à jouer en premier et du coup, tu poseras une 1-3-3 pour 3. Et ça, c'est emmerdant. On va le mettre. J'en ai que 2 de toute façon. On va le mettre et on va bien voir. Le Guéricht. Lorsque je gagne fugace, je gagne un boost. Donc en fait, de la main, c'est une 3-3-3 pour 3. Et de la réserve, c'est une 4-4-4 pour 4. Déjà, sans aucun autre effet. Ce qui peut lui faire gagner fugace, c'est le... Pour l'instant, il n'y a que le lait d'Arcolano dans les cartes communes et rares, j'entends, chez Bravos. J'en vois pas d'autres, donc potentiellement, si on joue sur un lait d'Arcolano de la main... de la main, c'est une 5-5-5 et de la réserve, c'est une 6-6-6, quoi. 5-5-5 pour 3 de la main, 6-6-6 pour 4 de la réserve. J'avoue que ça me fait pas bander, les gars, la version commune. Le lapin aussi? De quoi le lapin aussi? Pourquoi tu dis le lapin aussi, Nabal? Si tu le joues sur un lait d'Arcolano? Je n'ai pas compris la... Je n'ai pas compris le schéma de pensée. Ah non, c'est lui qui win fugace. Ouais, voilà. Là, cette carte-là semble plus intéressante en rare. Si je devais gagner fugace, je gagne un boost à la place. Du coup, déjà, ça nous fait une carte qui retourne un peu en réserve à la fin du tour. Un peu comme les UA Mulan ou les Sun Wukong rares. Du coup... Ça reste les mêmes stats. De la main, c'est une 3-3-3. De la réserve, c'est une 4-4-4. Mais elle est infinie. Et du coup, en gros, ça fait juste que le lait d'Arcolano, au lieu de lui faire gagner un boost, lui fait gagner 2 boosts. Franchement, je suis pas convaincu. J'arrive pas à être convaincu. Je trouve ça trop cher depuis la réserve. Après, je doute qu'il y ait le moindre Bravos dans un quelconque top dans les mâts qui viennent, vu la douille qu'ils se sont pris en termes de rare de la Mecha Exhausted. Ouais, c'est possible. Après, attends, on n'est pas à l'abri de voir un Tsadi... on n'est pas à l'abri de voir un Tsadi topé... Des panax là. Ça a l'air d'être des conclusions hâtives là, ce que tu nous fais. C'est ironique, bien entendu. Si, on est à l'abri. Ouais, je pense aussi, ouais. Ah merde. Le héros est à chier de base. Tu parles de... Ah, de Hatsadi. Ouais. Bah, c'est-à-dire que dans la méta actuelle, ouais, tant qu'ils nous fileront pas des cartes qui coûtent 5 et plus, qui sont hyper fortes, quoi, qui sont vraiment game changer, le héros restera trash tier. Et ça a pas l'air d'être orienté là-dessus. En fait, j'ai peur qu'Hatsadi reste, quoi qu'il se passe, un héros trash tier.
En tout cas, ça se trouve dans 3 ans, Hatsadi, les gars, tier S, hein. On sait pas, hein. Mais vu comment le jeu est designé, ça semble être difficile. Ça semble être difficile. Bon, écoutez, Grish, j'aime pas. En fait, c'est juste plus de stats pour plus de coups. Ça nous intéresse pas. Aklut. Aklut, on est sur un truc qui se superpose bien, qui coûte cher. Hein. Ça coûte cher, mais ça se superpose bien. Lorsque je gagne au moins un boost, vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. Donc déjà, Aklut, on va dire que je le préfère un peu par rapport à Skadi. Non mais Fastali, il joue une autre couleur. Non mais je peux pas, j'ai pas assez de cartes en fait pour... Je pourrais me le permettre, je pense, fin de semaine. Fin de semaine, je pourrais jouer une autre couleur. Là, en fait, j'ai eu tellement de cartes Bravos. Vraiment, j'ai eu pratiquement toutes les cartes Bravos pour le coup. Et j'ai un deck Kojo intéressant, donc je vais me forcer à jouer ça. Mais non, là, je peux pas. Ce soir, je suis obligé de faire du Kojo pour pouvoir deck build un truc intéressant. Les autres decks, j'ai pas assez de cartes encore. Je vais avoir que du x1 ou du x2. Et du coup, ce sera pas opti. Et du coup, je vais jouer un deck pas opti. Et quand je vais perdre, je vais faire ouais, mais si j'avais eu ça. Et je vais être frustré. Donc là, ce soir, ce sera du Bravos, les gars, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais j'aime bien la réflexion, du coup, que ça a par rapport à mon deck. Après, en vrai, mon deck Kojo, vieux, tier 1, il est pas dégueulasse, hein. Il est vraiment pas dégueulasse. Tier 1. 7-1, pardon, pas tier 1. Deck Kojo du fin de 7-1, il était vraiment pas dégueu, j'adorerais bien le jouer. Aklut, du coup, oui. Il se superpose bien avec les cartes qu'on a dans le deck de base. Lorsque je gagne au moins un boost, vous pouvez épuiser une carte en réserve. Donc déjà... Ah, il gagne un boost que en sortie de réserve. Et il coûte 5 de la réserve. Waouh. C'est trop cher. C'est trop cher, la version rare. La version rare, elle coûte 4 depuis la réserve. C'est une 3-3-4. Donc en fait, on perd 1 de stats en flotte. Lorsque je gagne au moins un boost, vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. Par contre, il gagne un boost en effet flèche. Alors ça, à la limite, ça m'intéresse un peu plus. Parce que... Du coup, c'est une 4-4-5 pour 4. Jouer de la main ou jouer de la réserve. Et t'épuises, quoi qu'il se passe, une carte ciblée en réserve. Donc vraiment, t'as cet effet de surprise de la main où le mec s'y attend pas, quoi. Contrairement à la Skadi où le mec s'y attend tous les jours. Alors, attendez. Toi, tu deck build quoi, là? Du coup, t'es Panax, là, avec le 7-2. Amarok. Amarok, s'il n'y a aucun personnage dans l'expédition dans laquelle je suis joué, je coûte 2 de moins. Lorsqu'un autre personnage rejoint mon expédition, sacrifiez-le. Ok, donc là on a un intérêt potentiel à jouer ça dans Hatsadi juste pour faire proc l'effet de Hatsadi, de piocher une carte et du coup de poser une 4-3-3 pour 3 en piochant. C'est le seul intérêt que je vois de cette carte, à cette carte dans Bravos pour le moment, en tout cas pour la version commune. Je me vois pas du tout jouer ça dans Kojo. Mais alors pas du tout. Parce que bah t'as envie de pouvoir jouer les cartes comme tu le souhaites, donc du coup c'est vraiment pas intéressant. Lorsqu'un autre personnage rejoint mon expédition, sacrifiez-le et je gagne un boost. Ok. Rin et Afanas. Obviously, après, si j'avais vraiment aucune âme, je jouerais Ordis. Mais j'ai encore un bout qui traîne. Alors Rin, c'est sûr et certain que je vais la build. J'ai juste pas encore assez de cartes pour la build. J'ai 2 Perséphones rares. Il m'en manque une en rare. Donc j'ai eu la chance quand même de choper 2 Perséphones rares hein, sur un display. Et quelques boosters à côté. Mais il me manque une Perséphone en rare et j'ai aucun haricot rare, je crois. J'ai que des haricots communs. Pour le coup. Mais ouais, Rin, c'est sûr et certain que je vais build. J'adore le perso. Déjà, 7-1, j'adorais le perso. Je m'étais fait un deck Rin. Donc c'est certain que 7-2, je vais me faire un deck Rin. Donc Amarok, pas dans Kojo, clairement. Ça se superpose pas bien avec les biomes qu'on a. Eros, bon bah pour le coup, ça se superpose bien avec les biomes qu'on a. Mais ça coûte trop cher. Vous pouvez immédiatement jouer un personnage pour 3 de moins. C'est pas designé pour Kojo, ça, pour le coup. On a un embrasement de mana. Un embrasement de mana. Jouer immédiatement un personnage pour 5 de moins, il gagne Fugace. Ça, c'est pareil, c'est pas designé pour Kojo.
Je joue même pas la version rare de Perséphone, elle est suffisamment pétée en commune. Ah ouais? Ok, c'est intéressant. J'avoue que moi, comme ça, de prime abord, j'aurais eu envie de la jouer en rare. Mais peut-être que t'as plus de recul que moi et que effectivement en commune, ça se vaut. Je t'avoue que je me suis pas penché du tout sur la question. Donc intéressant. Ok, si c'est intéressant, ça te laisse des slots de rare. Why not? Why not, why not? Ça, c'est pas designé pour Kojo, hein, c'est clairement designé pour notre ami Hatsadi. Geyser, envoyez un personnage ou un permanent ciblé dans la main de son propriétaire, puis mettez-moi dans vos orbes de mana. Ça coûte 4. Ça fait ramper. Ça coûte 4. En fait, on a de meilleurs moteurs de rampe dans Kojo pour l'instant. Et on veut pas non plus full ramper. Hein. On a 3 petits jeans, 3 puissants jeans. Pareil pour ça. Hein. À mon avis, c'est designé aussi pour notre ami Hatsadi. C'est pas intéressant. Le bonhomme de neige, il a des bonnes stats en rare. C'est une 2-3-3 pour 2. Il se superpose bien. Je gagne fugace sauf si je suis en plante. Sauf si je suis en flotte. Donc en gros, il y a 3 biomes sur lesquels... Il y a 5 biomes. Donc il y a 3 biomes sur lesquels il gagne fugace. Et en même temps, s'il a fugace... En vrai, le bonhomme de neige s'entend. Je l'ai qu'une fois. Dommage. Le bonhomme de neige peut s'entendre. C'est un slot de rare quand même, mais à voir. Ça peut être intéressant de le jouer, ce bonhomme de neige. Bon, par contre, Bravos Business, je pense vraiment que le Yeti sur lequel tu arrives est une sleeper commune. Pour les mazos qui veulent absolument build Bravos. Est une sleeper commune, c'est-à-dire une sleeper commune. Sleeper, c'est... endormir? Une sleeper commune, j'ai pas compris. Après, les gars, si vous dites des termes trop techniques, je suis une buse. Hein. Faut le savoir. Faut le savoir. Saskia, vous pouvez cibler un personnage en plante s'il gagne un boost, sachant qu'il y a un errata, c'est-à-dire qu'elle peut pas se cibler elle-même. Donc ça ne peut pas être une 4-4-4 pour 3. Si elle est en plante, j'aurais tendance à dire que non, trop situationnel. Sleeper, c'est un truc fort, mais qui n'est pas encore considéré comme tel. Ok, alors moi, à la sortie des AP qu'on a fait avec mes potes, Yeti, on a dit, putain de carte. Hein. Putain de carte Yeti. En plus, il se superpose bien, pour le coup, dans le deck. Juste 4 de la réserve. Pour des stats pas folichonnes, mais Yeti, nous, ce qui est ressorti, c'est que c'était une putain de carte, donc clairement, je l'envisage. Hein. Lorsqu'un autre personnage rejoint mon expédition, il gagne un boost, tu peux l'endormir de la main, donc clairement, il faut l'endormir de la main. Après, il y a un délire où il coûte 3 de la main, tu peux l'ancrer, et je sais que dans Bravos, voilà, il y a des cartes qui commencent à venir ancrer. On a potentiellement la Parvati qui peut ancrer. Peut-être, ce Yeti, il peut être considéré dans d'autres styles de build. La commune par contre. Ouais, mais en fait dans Bravos, t'as pas la commune, t'as que la rare. La commune, elle est chez Muna, et chez Muna, clairement que le Yeti, c'est une bonne commune, ouais. Elle a aucune place en rare. Ouais, bah écoute, je vais faire le tri après. Je vais faire le tri après. Ouais, t'inquiète. Puissance Simbi, lorsque mon expédition avance grâce à la plante, vous pouvez me mettre dans la zone de mana de mon propriétaire en tant qu'orbe de mana, c'est clairement pas l'opti du deck. Liechi, je gagne un boost pour chaque expédition en plante, c'est éclaté au sol. Déméter, si je suis en plante, je suis éternel, c'est clairement pas l'optique du deck. Semer, un personnage ciblé gagne un boost. Aux F-tiers. Valemon, sauf si vous avez au moins 8 orbes de mana, je suis défenseur. C'est une 5-5-5 pour 4. Si vous avez au moins 10 orbes de mana, je suis gigantesque. Designé pour Hatsadi, j'ai l'impression, ou pour un Kojo full ramp. En vrai, dans un Kojo full ramp, ça peut rentrer. Hein. Moi, mon Kojo, il rampe juste pour lui permettre de pouvoir jouer ses éruptions de mana tranquillement. Ça, c'est éclaté au sol. Si mon expédition est en retard, piocher une carte, une 6-6-6 pour 6. Ouah, c'est éclaté au sol. Bella Senka. Vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. Puis s'il y a au moins 2 cartes épuisées en réserve, je gagne un boost. Ok. C'est intéressant parce qu'en vrai, de la main, c'est une 3-0-3 pour 3
qui épuise une carte en réserve, et de la réserve, c'est une 3/0/3 pour 2. C'est un roi grenouille depuis la réserve. C'est intéressant, mais je pense pas que ce soit l'optique du deck. Ça se superpose pas bien. Semer, c'est le X derrière aussi pour un mana. C'est le X derrière. Faut que tu me parles en français, Tipanax. Je pense qu'on va falloir qu'on mette un truc en place. C'est quoi, c'est le X derrière? Le X en bas de la carte. L'action rapide. Ah! Ok. C'est le X derrière aussi pour un mana. Oui, c'est sûr. Alors en fait, le problème, c'est que quand tu la joues, elle s'incline. Donc en fait, tu peux pas réancrer tout de suite derrière. Faut attendre que tu arrives au prochain tour, qu'elle se redresse, et là, tu peux utiliser son effet rapide pour ancrer et tout machin, mais je suis pas sûr que ce soit l'optique du deck. Je pense qu'il y a des decks à build autour de ça, mais là, juste pour améliorer le deck que j'ai déjà, je suis pas certain du tout du truc. On appelle ça la capacité de support, c'est ça. Action rapide, capacité de support, capacité de soutien, effet de soutien. Bon, c'est pas le moment, le chat là. Ouais, après je fais ce que je peux. T'as choisi la pire couleur aussi. Ça, c'est parce que t'es jaloux, Tipanax, en fait. C'est pour ça. Ça, c'est quoi? Vous pouvez défausser un personnage de votre réserve. Si vous le faites, je gagne 2 boosts. Ça devient une 5/5/5 pour 3. Prochain personnage que vous jouez ce tour coûte 1 de moins. C'est éclatax. J'ai l'impression que, quand même, avec ce set, ils veulent nous faire jouer des cartes qui coûtent plus cher, mais on ne mange pas de ce pain-là, Equinox. On ne mange pas de ce pain-là. Gel. Rafraîchissement. Si je vais en réserve, après résolution de mon effet, épuisez-moi. Envoyez un personnage chez lui en réserve, puis épuisez-le. Ça coûte 4. C'est pas intéressant. C'est tout? Ok. Waouh. Waouh. Mais ça va, frère. Je peux liver tranquille, là. Allez. Quel forceur. Quel forceur. Ah, putain, t'as la dalle, en fait. C'est ça, en fait. T'as la dalle. C'est pas ma reconnaissance ni mon amour que tu veux, c'est les croquettes, en fait. Bon, attendez, les gars, je vais donner les croquettes à mon chat, parce que sinon, il va me faire chier toute la soirée. Ah ouais, je sais bien. C'est bon. Du coup, donc on a rajouté un peu des cartes qui rentraient dans l'optique du deck. On n'a pas rentré de sort, on a rentré du permanent d'expédition et du permanent. 0 sort de rentrée. 0 sort de rentrée. L'intimidation avec le retour des Warou, j'aurais tendance à le passer en x3 pour l'instant et à voir par la suite ce que ça peut donner. Potentiellement on a main tendue. Alors attendez, parce que en fait il y a des cartes qui peuvent être un peu plus intéressantes du set 1 maintenant avec les cartes du set 2. Notamment quoi? Bah déjà les cartes qui ont un effet depuis la réserve, non, parce que si on joue sur du Lédar Colano, c'est chiant. Notamment Traceuse Bravos qui avec les Dark Colano peut peut-être se mettre en plus exemplaire. On va le mettre en x3, on va voir par la suite. Ou Amulan, elle devient inintéressante peut-être sur le Lédar Colano, mais après faut pas baser toute notre stratégie non plus sur le Lédar Colano. On a cette avant-garde en rare qui peut être intéressante parce qu'elle peut enlever Fugace à des persos qu'on aurait joué sur le Lédar Colano, qui auraient gagné Fugace, qui aurait pris un boost, et elle vient redonner un boost et faire perdre Fugace, du coup intéressante potentiellement en rare. Ça, inintéressant, ok. Là, du Atlas sur du Lédar Colano, les gars. Sur un Lédar Colano rare, qu'on a setup au tour précédent. Petit Atlas qui devient 5/5/5 pour 5 des deux côtés. C'est pas dégueu, hein.
Ça ne semble pas dégueu, mais c'est pas ce qu'on veut faire ici. Main tendue peut potentiellement devenir intéressante. Encore une fois, pour enlever des fugaces. J'ai cette unique là aussi qui peut potentiellement être intéressante. La prestidigitatrice de l'Ouroboros. On va pouvoir mettre. Elle a un effet de Chiron et de... Comment elle s'appelle l'autre là? D'Avant-Garde Bravos. Ok. Inintéressant. Osef tir. Ok. Ok, Osef. On a la Ozma. La Ozma qui peut être intéressante, puisqu'on va avoir beaucoup de persos boostés, notamment avec le lait d'Arcolano, avec les Chirons, avec les lapins. Qui est un moteur de pioche, donc ça peut être intéressant. Osef. Ok. Bon, on va retourner sur cette decklist. Il y a du tri à faire. Je pense qu'on est obligé de garder la base ramp into Biome Fort terre et flotte. Ou alors est-ce qu'on va être obligé de switcher sur un biome fort plante? Terre et plante, genre. Parce que là, en fait, il y a un monde où... Imaginons, on bascule sur un biome fort terre et plante. Parce qu'on a... On a notre base de puissante jean, de petite jean. En gros, on a le lapin, là. Il est où, ce lapin? Où est-ce qu'il est, le lapin? Je suis débile ou quoi? Lapin ardent, il est là. On a ce lapin qui, du coup, nous amène des stats en plantes et en terre. Mais du coup, ça devrait dire qu'on devrait potentiellement dégager ça et dégager... comment elle s'appelle? Dégager Tomoe. Ce serait des cartes moins intéressantes vu qu'on changerait un peu le biome fort du deck. En tout cas, cette pionnière deviendrait beaucoup moins intéressante parce qu'elle se superposerait moins bien. En fait, on enlèverait le Isunboshi pour le lapin ardent. On va essayer. On va essayer de partir sur sur des nouveaux biomes forts. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, le deck, je l'ai encore de l'autre côté. Ouais, mais il y a d'autres cartes qui étaient... Pourquoi garder le ramp? Alors, pourquoi garder le ramp? C'est très simple. C'est parce que compétitivement, aujourd'hui, dans Bravos, t'es obligé de jouer cette carte en rare en x3 selon moi. C'est obligé. C'est obligatoire si tu veux survivre dans la méta. C'est obligatoire parce que toutes les uniques pétées, tu veux les dégager avec ça. Tu veux les dégager et du coup ça te force à défausser un de tes orbes de mana et voilà, un petit djinn et puissant djinn, ça te fait ramper, puissant djinn te fait piocher, le petit djinn c'est un bon T1 en vrai, c'est un T1 pas dégueu, même un bon T2 depuis la réserve. Donc du coup je suis obligé de garder cette base de mana petit djinn, puissant djinn dans le deck, les deux en rare, c'est sûr en x3, même cette 2 pour pouvoir me permettre de jouer cette éruption de mana en x3 en rare. C'est vraiment obligatoire. En tout cas, moi, c'est l'analyse que j'en ai fait de fin de set 1, quoi. Du coup, on va tester. Alors, attendez. On va faire autre chose. Je vais garder... il est où Isun. Je vais remettre le Isun. 1, 2, 3. Ok. Et en fait, là, ce truc-là, je vais le dupliquer. Flotte. Merde. Eau. Terre. Enfin, terre et eau. Validé. Ok. Et du coup, dans les decks, on va avoir celui-là qui va s'appeler plante. Terre. On va essayer de faire deux versions. On va essayer de garder la version... hop.
Gardez la version... Je suis sur quoi là? Sur plan de terre. Je l'ai appelé plate terre. Putain. Non, je ne suis pas platiste, les gars. Non, non, non. Attention. Validé. Hein? 20 caractères maximum. Ouais. Plant... Putain. Bah, je vais mettre vert marron. Bah non, même vert marron. C'est quoi? Vert marron, validé. Et puis l'autre s'appellera... marron bleu. Voilà. Puisqu'il faut 20 caractères maximum. Et ben voilà. Du coup, on est sur le vert marron. Donc sur le vert marron, on enlève le Isunboshi. Parce que le lapin ardent vient remplacer ce Isunboshi. Cette Kadi, vraiment, je l'aime pas du tout. On va directement l'enlever, hein, parce que comme ça, au moins, ça sera fait. Je la jouerai pas. Le déblayeur Bravos, on sait toujours pas. Du coup, cette pionnière, elle dégage. Et où est-ce qu'elle est, cette Tomoe? Cette Tomoe dégagerait aussi, potentiellement. Cette Tomoe dégagerait aussi. On a le... Comment il s'appelle? Le Seringar, là, qui, du coup, nous met bien en plante. D'où tu sais qu'il est, celui-là? Putain, je suis débile, hein. Je suis débile, les gars. Seringar, il est là, putain. Seringar, il nous met bien en plante, il nous fait piocher. En vrai, on aime bien. Avec 3 Achilles rares. Parce que Bravos t'épuise vite. Alors, attends. De jeu mid-range, j'ai d'aller sur des tons. Parce que Bravos t'épuise vite, c'est encore plus le cas. Avec la future méta. Avec 3 Achilles rares. Ah, c'est possible, ouais. Ça peut s'envisager. Après, là, j'ai pas l'impression qu'on va vite s'épuiser, hein. De ce que j'ai l'air de voir, on va voir. Mais tu sais, moi déjà le deck de base que j'avais là, le tout premier de fin de set 1, je m'épuisais jamais, hein. J'avais toujours de quoi ravitailler, de quoi piocher et tout. J'étais jamais en galère de cartes, hein, pour le coup. Donc à voir. Du coup, effectivement, ce Yeti ici, il est trop cher. Et ce bonhomme de neige ici, bah, vu qu'on part sur la version vert marron. En rare, il nous intéresse pas du tout. Du coup, on a potentiellement ces 3 traceuses qui rentrent bien avec la synergie les Darkolano, avec la synergie déblayeur Bravos. Le déblayeur, vraiment, pour moi, il n'a d'intérêt que en rare. Donc déjà, on va enlever les communes et on voit si on garde en rare ou pas. Le Chiron, il reste, c'est une 2-2-2. Je pense par contre que la raid, elle a plus d'intérêt. Quoique, est-ce qu'elle a toujours un intérêt, cette raid? On va la mettre en un exemplaire pour se dire, bon, on la laisse au cas où, mais on n'est pas sûr que... On n'est pas sûr du move, quoi. Du coup, on a cette avant-garde qui est en 3 exemplaires, ok. On a cette secouriste, du coup, qui rentre plus du tout dans l'optique du deck. Même je pense que la version rare est pas spécialement intéressante, elle demande un setup trop particulier selon moi. Et elle se superpose plus avec les cartes qu'on souhaite. Red, sans sa version pioche, et Chiron, je vois pas l'intérêt si tu joues sur la mécanique boost. Alors tu vois pas l'intérêt de Red et de Chiron si on joue sur une mécanique boost? Bah, l'intérêt déjà c'est d'être une 2-2-2 pour 2 et du coup de conserver les boosts en réserve, et ici l'intérêt c'est d'être potentiellement une 2-2-2 pour 2 boostée ou de filer un boost à quelqu'un d'autre, notamment Chiron peut donner un boost à Red. La petite vendeuse d'allumettes, la petite fille aux allumettes là, on va voir un peu la petite fille aux allumettes. La petite fille aux allumettes. Je crois que je l'ai pas cette carte. Ah, je l'ai pas. Je l'ai pas. Toutes les cartes.
Ah, je l'ai pas. La petite fille aux allumettes. Si votre main est vide, piochez une carte. Ah! J'avoue, pas dégueu ça. Pas dégueu cette petite fille aux allumettes. Attendez, je vais enlever le casque, juste j'en ai plus besoin. Ah putain. Nickel. Ouais, j'avoue, mais j'en ai pas. J'en ai pas de petite fille aux allumettes, du coup, c'est mort, mais... Effectivement. Ah bah elle est là. Effectivement, ça aurait pu se mettre. À voir. À voir dans une future version. Ça c'est quoi? C'est marron bleu, ok. Une 2-2-2 pour 2, c'est limite mauvais en limité déjà. Une 2-2-2 pour 2, c'est jamais mauvais, vieux. Hein. Vraiment, hein. Une 2-2-2 pour 2, c'est jamais mauvais, hein. C'est jamais une mauvaise carte, hein. C'est jamais une carte exceptionnelle, mais c'est jamais une mauvaise carte. Hein. Parce qu'en fait, des moments, tu vas jouer des biomes. Par exemple, je te dis une connerie, tu vas avoir ton roi grenouille en main, tu vas jouer sur 2 biomes où il y a de la terre. Eh ben, tu préféreras entre avoir ton roi grenouille et avoir une raid, tous les jours avoir une raid. Hein. Une 2-2-2 pour 2, c'est jamais mauvais. Hein. Vraiment, ça pour le coup, je suis pas d'accord là-dessus. Mais bon, on n'est pas d'accord. Et Chiron est d'autant plus fort que ça peut être une 2-2-2 ou ça peut être une 1-1-1 qui file 1-1-1 à quelqu'un d'autre. Franchement, ces deux cartes-là, vraiment, c'est des cartes qui sont pas dégueu. Aussi bien raid que Chiron. Tu vas rire, mais Amarok, effectivement. Effectivement. Non, mais il n'y a aucune synergie avec le reste du deck. Chaque carte doit avoir une utilité, jouer Vanilla, mais ok. Bah en fait, c'est pas des cartes Vanilla pour le coup. Si Red peut conserver ses boosts depuis la réserve, ça peut potentiellement être une 3-3-3, une 4-4-4 pour 2 depuis la réserve. Mais j'avoue que Red, à mon avis, elle va dégager, elle va pas passer le cut. Et Chiron, bah c'est pas une carte Vanilla, hein, tu vois. Elle se donne un boost à elle-même, mais elle peut donner un boost à quelqu'un d'autre. Peut venir mettre ce petit 1-1-1 d'un côté et venir rajouter ce boost de l'autre côté. Moi, Chiron, ça m'a déjà fait faire du 2Z, hein, juste parce que je mettais 1-1-1 de chaque côté. Hein. Après, je t'avoue que pour le coup, j'ai de l'expérience du Kojo, donc je suis assez convaincu de ce que je dis. Pour le coup, mais peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, ces deux cartes-là, dans cette version du deck, la raid, en fait, elle peut se prendre les boosts du Chiron, elle se prenait les boosts de base du Isunboshi, ou elle peut se prendre les boosts de l'entraînement physique, et quoi qu'il se passe, c'est une 2-2-2 pour 2. Du coup, ok. Ok. En fait, 2-2-2 pour 2, ça t'assure de pouvoir venir te superposer sur n'importe quel biome, en fait. N'importe quel biome fort ou faible. Du coup, Raid pas sûr, Chiron un peu plus sûr quand même. Ouais, Amarok. Amarok, j'aime pas. Amarok, j'aime pas. Limite, j'aurais tendance à rajouter de la guerrière. Tanuki pour aller saboter. Ouais, mais... Ouais, mais je pense que tous les jours, entre Tanuki et Videuse, je préfère Videuse. Parce que, ok, Tanuki, il va mettre beaucoup plus de slots en plantes et en terre. Mais Tanuki, quand tu te manges le monobiome flotte, bah il est useless, quoi. Il est useless. Alors que cette Videuse, bon, bah de la réserve, c'est une 3-3-3 pour 3, quoi. Cette videuse, si tu la joues sur un lait d'Arcolano, c'est une 3-3-3 pour 3, même de la main, tu vois, qui va saboter. Je préfère avoir la stabilité, en fait, du plusieurs biomes, quoi. Tu lis juste les cartes. Ouais, bien sûr, mais y a aucun souci. Juste, c'est bien de me donner des idées, mais je te donne mon avis aussi, du coup. Tanuki, je suis pas convaincu. En fait, puis en plus, c'est un slot de rare. C'est un slot de rare, surtout, quoi. Non. J'avoue que Tanuki, je pense pas. Je ne pense pas. Il va falloir qu'on enlève les cartes ici aussi. Pic saisi par les glaces. C'est dommage qu'on ne l'ait pas en rare, ce pic saisi par les glaces, parce que je pense qu'en rare, il se joue. J'ai limite pas envie de le jouer en commun. Hein. Vraiment, on va le tester quand même, mais...
On va le tester. Et limite, ici, j'ai envie de mettre 2 laits d'Arcolano, 2 havres, en fait. Vu que c'est des cartes quand même qui viennent booster, je sais pas si j'ai envie de rester à 3 havres. Et j'ai peut-être pas envie d'avoir 3 laits d'Arcolano non plus dans le deck. Pour avoir une main où en fait t'as que des permanents. Et c'est bien, tu poses tes permanents, mais tu poses aucun perso dessus. Du coup, je pense que je vais faire cette répartition-là. 2 havres, 2 laits d'Arcolano. 2 pics saisis par les glaces. Pouah, il est moche, hein. Il est moche en commun. Il est vraiment moche, hein. Je pense que je vais même pas le mettre en commun. Je le testerai quand je l'aurai en rare. Vraiment, la commune me donne pas du tout envie de la tester. Ça, les 3 éruptions de mana, on garde, c'est sûr. Intimidation, potentiellement, allez, on peut la mettre à 2, mais je pense qu'avec les... avec les... Comment il s'appelle? Putain. Les Warou qui arrivent, intimidation, pour des setups du Warou, ça va être important d'en avoir. Je vais la laisser en x3, on va voir après. Main tendue. Main tendue. Je pense que, vu qu'on a gagné du CA avec notre Seringar, je pense qu'on peut se permettre déjà de dégager un entraînement physique sûr. Déjà un sûr. La question aussi des uniques. On a 4 uniques. On a cette fée des dents qui va saboter si elle quitte la zone d'expédition avec un boost. Ce qui est clairement fort pour le coup. Elle synergise bien avec le deck pour le coup. Donc je pense qu'on va la garder. Cette fée des dents. En plus elle est sur le biome plante et terre. Donc on garde ça. On a ce récupérateur Axiom qui ravitaille. Du coup, c'est bien quand on a des havres de setup, mais j'ai l'impression qu'il est un peu moins opti dans ce deck-là, vu qu'il y a beaucoup de cartes qui viennent incliner des cartes en réserve. Et peut-être que justement, ce serait lui qui se barrerait au profit de cette prestidigitatrice, qui, elle, peut enlever Fugace et gagner un boost pour 2 à un personnage qui aurait gagné Fugace sur un lait d'Arcolano. Et du coup, effectivement, je pense qu'on va dégager ce récupérateur Axiom et cette dame du lac on la garde parce qu'elle nous fait piocher. Et en plus elle met un peu de stats sur notre biome faible quand même, parce qu'il en faut quand même des stats sur le biome faible, même si on part sur un biome fort plante et terre quoi. Ouais voilà, on voit on est encore forêt montagne là, on est encore bien. Du coup, on a encore 4 communes en trop, et par contre on a 7 rares en trop. On a 7 rares en trop. J'ai main tendue x3, j'aime pas. Ça, c'est sûr. C'est sûr que x3, j'aime pas. Après, j'aurais bien envie de rajouter une petite guerrière de Havre. Vraiment pour dire. Et je me dis que si on garde cette unique-là qui fait l'effet de l'avant-garde Bravos, est-ce que cette avant-garde-là, on peut pas la mettre en x2 plutôt? Vu qu'on a déjà une prestidigitatrice de l'Ouroboros. La raid, elle dégage. Je pense qu'elle passe pas le cut. Et du coup, on a aussi nos Ozma qui peuvent nous permettre d'aller piocher. Qui sont des 2-2-2 pour 2, ce qui est jamais dégueulasse. Et qui, si vous contrôlez au moins 2 autres personnages boostés, vous piochez une carte. Et ça nous met du CA en plus. En plus du Seringar. En plus du puissant Djinn. En plus de l'entraînement physique. Du coup, l'entraînement physique, je me questionne à est-ce que si on garde cette Ozma, après la Ozma, faut quand même remplir les conditions quoi. La Ozma, faut les remplir les conditions. Limite, j'aurais envie de passer l'entraînement physique one-off et les Ozma en 2 exemplaires. Et Chiron, du coup, est une très bonne carte pour Ozma. Parce qu'en fait, Chiron, c'est une 2-2-2, mais qui s'est boostée. Du coup, rien que de jouer Chiron, tu remplis une des 2 conditions de Ozma. T'as déjà une carte sur 2 pour Ozma, en fait. Est-ce que l'entraînement physique, tu veux vraiment la rare? Je sais que la draw, c'est fort, mais si on manque de rare, ça peut se poser comme question. L'entraînement physique, c'est la pioche, aussi. Ouais. Entraînement physique, c'est... Pour moi, entraînement physique, dans ce deck-là, c'est rare ou rien. Pour le coup. C'est 4 rares et 3 communes. 4 rares et 3 communes.
Ok. Ce déblayeur Bravos, est-ce qu'on le veut en x3? Non, peut-être qu'on le veut qu'en x2. Peut-être qu'on le veut qu'en x2. Intimidation, peut-être qu'on le veut qu'en x2 aussi. Une videuse. Est-ce que la videuse, on s'en passe d'une vu qu'on a la fée clochette? Je sais pas. Je ne sais pas. Là, j'avoue, c'est difficile. Hein. C'est difficile à dire. Là, il manque 2 communes, 3 rares. 2 communes, 3 rares. En termes de stats. La curve, ça va jamais. On a quand même pas mal de tours 2. On a beaucoup de tours 2 quand même. En même temps, les 3 uniques, c'est du tour 2. Après, la Dame du Lac de la réserve, c'est un tour 3. Après, il y a un monde où Ozma, je sais pas. Est-ce qu'on a vraiment besoin de Ozma? Si, en vrai, c'est pas dégueu, Ozma, c'est pas dégueu, ça fait piocher. C'est difficile là, hein. Là, les taux se resserrent. Peut-être un Chiron, peut-être peut-être une traceuse en moins. Peut-être le déblayeur en one-off. Les 3 éruptions, les 3 puissants jeans, les 3 petites jeans, c'est sûr. Les deux havres, en vrai, c'est sûr aussi. Donc on est à 11. On est à 11 et on a ce déblayeur en fait. Une un boost. Ouais, le déblayeur il peut faire. C'est des stats en fait, c'est des stats. C'est juste des stats. Hein. Je gagne un boost pour chaque personnage fugace que vous contrôlez. Donc si tu le pioches en fin de game et que t'as que ça et que t'as pas d'autres personnages fugaces, en fait ça demande un certain setup. Niveau équilibre du deck, je pense que c'est un bait ce déblayeur Bravos. Je pense que c'est un bait. Commencer à passer autant de cartes en 2 exemplaires, c'est déjà tuer le deck en termes de stats, en plus de tuer ta draw. Je suis pas spécialement d'accord. Tu vas jamais jouer plus d'un quart de ton deck à chaque game, avoir autant de fois de sans draw, c'est tuer le deck. Attends, avoir autant de fois 2 sans draw. On a 3 draws, 6 draws, 8 draws, 9 draws. On a 2 ravitaillements. On a de la draw, vieux, pour le coup. On a un tiers du deck, pratiquement, c'est de la draw. Ou du ravitaillement. Ça sent le joueur à Fanas, ils en ont jamais assez. C'est clair. J'ai du mal avec les x2. Ouais, ça va, ça va. Ça va, mais c'est vrai que oui, c'est pas ce qu'il y a de plus opti, quoi, les x2, j'avoue. Je peux l'entendre. Après, il y a des cartes, t'as pas envie de les avoir en x3, quoi. Bon, il nous reste 2 communes. 2 communes et une rare. Je pense que je vais jarter une main tendue. Ici, il y a une rare à jarter. Une rare à jarter. Je pense que je jarte une avant-garde Bravos. Et il y a une commune à jarter, les gars, on fait le tri. On fait le tri. Je pense que je jarte une traceuse Bravos. Et du coup, en termes de stats, on est à 60, 52, 37. Donc on a vraiment un biome faible qui est très très faible ici. Et ok. Ok, c'est une version du deck. Qui rentre avec ses ringars et tout machin. Ok, ok. Why not? Là, j'ai fait des choix, les gars, à la fin. C'était... Virosma, Virchiron pour moi. Non, j'ai envie de tester.
Pour tester, mettre en x2 c'est bien, tu vois direct ce que t'as plus ou pas, et tu peux ajuster en fonction, ouais, si tu testes en partie, pas sur 5-6, ouais. Ouais, non mais en vrai, là comme ça, c'est à tester. C'est à tester, on est effectivement sur 2 biomes forts et un biome bien faible hein, quand même. Qu'est-ce qui peut nous faire passer sur ce biome quand on est en galère? On a les deux guerrières de Havre, on a la Dame du Lac, on a les traceuses, on a les 2-2-2 pour 2, c'est tout quoi. Va falloir être capable de l'identifier ce modobiome flotte pour pouvoir le passer dès que possible. Ok. Donc ça c'est une version du deck. Ça c'est une autre version. Je vais peut-être me la garder pour après. Vous êtes chaud de la deuxième version ou est-ce qu'on game en vrai? On va peut-être game non?